va prendre l'exo de la séance 4 numéro 2, sur la chute verticale. Alors, cet exo, on vient lancer, on lâche une pierre du haut d'une falaise de hauteur h. Donc déjà, on peut faire notre schéma. On a notre mer, voilà. Imaginons, on a la mer, on a notre falaise, et ici, on va dire que ici, ça va être la hauteur h. Ok, bon, du coup, notre falaise, quand on lâche notre pierre, on va dire qu'elle est comme ça. C'est-à-dire qu'elle est vraiment verticale. On a notre hauteur h, et on va lâcher notre pierre de cette hauteur. Ici, on aura notre pierre qu'on peut noter P. On suppose que seul le poids de la pierre intervient, ainsi l'accélération est constante, l'intensité G. Donc quand on aura vu la seconde loi de Newton, enfin deuxième loi de Newton, pardon, c'est-à-dire le principe fondamental de la dynamique, on saura pourquoi le fait qu'on n'ait que le poids qui compte implique que l'accélération est constante égale au vecteur G, mais pour l'instant, on l'admet, c'est l'exercice qui nous dit. Ok, donc G, on nous dit que c'est un vecteur qui est selon la verticale, qui est orienté vers le bas. Et pour l'ensemble des questions posées, on nous dit, et attention, ça c'est très important, on donnera d'abord l'expression littérale, on vérifiera l'homogénéité, c'est-à-dire tout ce qui est la dimension, la solution proposée, puis on réalisera l'application numérique. Donc, bien faire attention, il faut avoir une expression littérale au départ, c'est-à-dire qu'on doit avoir des lettres. Ici, typiquement, G, on va le prendre égal à 9,8 mètres par seconde carré, mais au départ, la première expression qu'on aura, s'il y a du G qui doit intervenir, ce sera bien la lettre G qu'on verra. On ne doit pas avoir du 9,8 qui se balade avec d'autres lettres, etc. On aura fait d'abord l'expression littérale avec que des lettres, ensuite on vérifie la dimension, et ensuite on fera l'application numérique, c'est-à-dire qu'on va remplacer les lettres par leur valeur, les grandeurs par leur valeur. Ok. Donc, première question, c'est calculer les équations horaires pour A de t, B de t et Z de t. L'énoncé, du coup, nous dit, que l'accélération, ça va être égal au vecteur G. Donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va mettre un repère. Alors, tout juste, on va prendre, hop, ici, on va prendre l'origine O. Bon, on peut placer des axes X, Y, mais surtout ce qui va être important ici, c'est d'avoir notre vecteur Z. Hop. Du coup, ici, ça va être l'axe des Z. Et ici, on va prendre du coup un vecteur EZ. Un vecteur EZ unitaire selon l'axe des Z. Ici, un vecteur EX unitaire selon l'axe des X. Et ici, on aura un vecteur EY. Donc, EX dans cette direction, EY qui va être comme ça, EZ qui va être comme ça. Ok. Donc, dans cette base EX, EY, EZ, on a G, on le voit, EZ monte, G descend. On nous a dit orienté vers le bas d'après l'énoncé. Donc ici, on va avoir G qui va être égal à moins G EZ. Ça aurait été plus G EZ si G était dans le même sens que Z, mais ici G est dans le sens opposé à Z, donc on a moins G EZ, où G, c'est la norme de notre vecteur G, c'est son intensité de la pesanteur, on prend ici égal à 9,8 mètres par seconde carré. Donc ça, c'est notre accélération. Ok, ici, elle est constante, donc on a A de t, on a A de t qui est égal à moins G. Bon, maintenant, comment on détermine la vitesse? Pour déterminer la vitesse, il faut se souvenir d'une relation, c'est que l'accélération de t, c'est la dérivée de la vitesse. L'accélération de t, c'est la dérivée de la vitesse. Donc, j'ai mon accélération à toute stade t, et j'ai juste à primitiver, du coup, pour obtenir ma vitesse. Donc, je primitive, j'ai a de t égale moins g, ça c'est une constante, quand je vais primitiver, obtenir une fonction infinie. On primitive. La relation, on peut l'appeler, celle-là, on va l'appeler relation 1, on primitive 1, 2 points, v de t, yt, ça va être égal à moins gt plus une constante. On n'oublie pas la constante, c'est important, et il va falloir qu'on détermine cette constante. Cette constante, on en aura plusieurs, je vais l'appeler constante 1. Ok, maintenant la question c'est comment on détermine cette constante. Et bien pour ça, c'est pas compliqué, tout juste, on va évaluer à un moment donné où on connaît
connaît quelque chose, on connaît une vitesse, on a des informations. Typiquement, ici, on va prendre l'origine des temps au moment où on lâche la pierre, ça va être l'instant t égale 0, au moment où on lâche la pierre n'a a priori pas de vitesse, on la lâche. Au départ, elle était fixe, elle était immobile, on va la lâcher à t égale 0, mais elle n'a pas encore de vitesse. Donc, ici, on a V0, ça va être 0, car on lâche la pierre à t égale 0. Ok, mais on a également que V de 0, c'est moins g fois 0 plus constante 1. Or, V de 0, c'est moins g fois 0 plus constante 1. Moins g fois 0, ça fait 0. Au final, il nous reste juste la constante 0. Bon, bah parfait. Du coup, on obtient 0 égale constante 1. D'où 0 égale à la constante 1. D'où V de t qui est égal à moins gt. Ok. Donc ce qu'on peut faire déjà, on va commencer à encadrer les résultats qu'on a. Notre premier résultat c'est ça, version 1. Et notre deuxième résultat que je vais appeler 2, c'est ça, c'est V de t, c'est moins gt. Ok, donc on va passer maintenant à la position, enfin à la verticale. Bon, donc j'ai pas énormément de place. Je vais faire comme ça, c'est pas très vertical mais bon. Ce que je sais, c'est que la vitesse, c'est le dérivé de la position. J'ai de la vitesse de manière vectorielle. Ici, vu qu'on l'a appelé P, notre pierre, le vecteur position c'est le vecteur OP. Le vecteur vitesse, c'est la dérivée du vecteur OP par rapport au temps. Ou si on écrit ça de manière pas vectorielle, on a V de t égale à z'. Bon, ben, on se comprend bien, hein. Ici, pour avoir z, il va falloir intégrer. Enfin, il va falloir primitiver. On a z qui donne, on a pas z, on a v qui est donné par cette relation, la relation numéro 2. Donc on peut primitiver cette relation. Ici, on a moins gt, donc quand on va primitiver le t, on va obtenir du t carré sur 2. Et attention, encore une fois, on n'oublie pas la constante. Donc, en primitive 2, on obtient pour tout t, z de t, ça va être égal à moins g, attention, t carré sur 2, moins g t carré sur 2, plus constante numéro 2, plus constante 2. Pour obtenir la constante 2, rebelote, on regarde à l'instant où on a des informations. Qu'est-ce qu'on a comme information? On a des informations sur la hauteur. Au tout début de l'étude, c'est-à-dire à t égale 0, on sait que notre pierre, elle a une hauteur h. Bon ben voilà. Or, z de 0, c'est égal à h, et z de 0, c'est égal à moins g fois 0 carré sur 2, plus constante 2. Bon, moins g fois 0 carré sur 2, ça va faire 0. Donc en fait, z de 0, c'est égal à constante 2. Donc, on a compris, constante 2, c'est égal à h. Ok, et bien maintenant on peut conclure pour la verticale, l'altitude, d'où, pour tout t, z de t égale moins gt carré sur 2 plus h. Voilà, et ça ce sera notre troisième relation, notre relation numéro 3. Et on a bien obtenu l'accélération, c'était notre relation 1, la vitesse, c'était notre relation 2, et l'altitude, c'était notre relation. On peut vérifier, déjà que c'est bien dimensionnel. Ici, on obtient bien G, on sait que 100 mètres par seconde carré, c'est bien la dimension, la même dimension qu'une accélération. Si on regarde la dimension, ça va être, si on faisait une étude de dimension, ce serait du L fois t puissance moins 2, L pour longueur, t le temps. C'est bien la dimension d'une accélération. Ici, quand on fait une analyse dimensionnelle, on a du L fois t puissance moins 2, puis on multiplie par t. Donc on obtiendrait du Lt puissance moins 1. On a bien la dimension d'une vitesse. Et ici,
on a du L fois T puissance moins 2 fois T au carré, c'est-à-dire du L. On a bien une longueur, et là-bas on a une longueur aussi, H c'est une longueur, donc à la fin on a bien une longueur. Tout est bien dimensionnel, donc on peut se dire qu'on ne s'est pas trompé, et on peut encore se demander aussi est-ce que c'est cohérent avec ce qu'on imagine. Bon, ici la déclaration constante, ça on nous l'a dit. On a quand même tendance à se dire que au fur et à mesure de la chute, au fil du temps, au fil de la chute de notre pierre, elle va prendre de la vitesse. C'est bien ce qui se passe. Hein. Alors du coup, si on se dit prendre de la vitesse, il faudrait regarder du coup la valeur absolue de V, de T. Du coup ici la valeur absolue de V de T ce serait G fois T. Et quand T grandit, hein, G fois T grandit, sachant qu'on est sur les T positifs. Ici, attention, on a un moins, pas tant parce que la vitesse diminue, mais parce qu'on va vers le bas. Ici, si on se posait la question de quelle est la vitesse, on mesurait cette vitesse avec un radar, etc. En fait, ce qu'on regarderait, ce serait la valeur absolue de V. Ici, le moins va traduire le fait qu'on va vers le bas, dans le sens contraire à EZ. Voilà. Si on avait pris EZ dans l'autre sens, hein, c'est-à-dire orienté vers le bas, ici on aurait eu un plus. Voilà. Donc ici, oui, la pierre va bien augmenter sa vitesse quand le temps va augmenter, et pareil, quand le temps va augmenter, et ben l'altitude de notre pierre va diminuer. Si on regarde, hein, au début elle a la position H, et ça va être de plus en plus grand dans le négatif, c'est-à-dire que à partir d'un certain moment, notre pierre elle va être suffisamment. Ça va valoir H à un certain moment, c'est-à-dire qu'à un moment donné, notre pierre va toucher le sol. Donc en fait, ici on a marqué que c'était vrai pour tout T, en pratique évidemment. Au moment où la pierre atteint le sol, fin de l'étude quoi. On ne regarde pas jusqu'à T égale plus infini. Au moment où la pierre atteint le sol, bon, si on suppose qu'elle ne rebondit pas, elle se passe par terre. Ou dans la mer. C'est une falaise, ça se trouve il y a la mer en dessous. Ça se trouve la pierre dans la mer. Auquel cas, peut-être que l'étude continue, mais il faudrait regarder après tout ce qui est résistance avec l'eau, etc. Donc ça, c'était un petit commentaire pour comprendre, pour s'assurer que c'est un peu cohérent physiquement ce qu'on a fait, mais on ne nous en demandait pas le temps. Encore une fois, ce qu'on nous demandait c'était A, V et Z. Ok. Maintenant, du coup, on nous demande de représenter graphiquement ces fonctions. Donc, si je dois le représenter graphiquement, ici, encore une fois, on commence au temps positif. Alors, on va commencer par. Bon, du coup, je mets un négatif. Ici, on va prendre moins G. Et on va avoir, est-ce que je mets une couleur? Ici, on va avoir l'accélération. Ici, on va avoir A. Ok, une accélération qui est constante égale à moins G. Je vais faire la vitesse également, je vais la faire en vert la vitesse. Donc la vitesse, hein, ça va être, si on regarde, c'est une fonction linéaire, elle va passer par 0 en 0, et elle a une pente qui est de moins G, c'est-à-dire qu'à t égale 1, si on met à t égale 1, hop, on va avoir que la vitesse sera de moins G. La vitesse, elle fera quelque chose comme ça. Du coup, à t égale 1, on est à moins G. Donc ça, ce sera notre vitesse. Et il nous reste la dernière, c'est-à-dire z de t. On a une parabole dont l'ordonnée à l'origine c'est h. Donc on va mettre h quelque part par là, par exemple. L'ordonnée à l'origine h. Le signe devant le carré c'est négatif. Ici g c'était positif, donc moins g sur 2 c'est négatif. Donc on a une parabole qui est tournée vers le bas. Et si on regarde, hein, elle est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Donc en fait, on va avoir une branche transversale, une branche transversale, on a une vraie symétrie. Ce sera quelque chose qui sera de cette forme. Bon. Ici, encore une fois, je représente graphiquement les fonctions, mais en pratique, cette partie-là n'existe pas. C'est-à-dire qu'au moment où l'altitude va valoir 0, au moment où l'altitude va valoir 0, ça, là, mais on m'a demandé de représenter les fonctions, j'ai représenté les différentes fonctions. Voici la tête correcte de différentes fonctions. Ok.
pas de t. Ça conclut pour cette question. Alors, la question 2, calculer la durée de la chute ainsi que la vitesse juste avant l'impact. Alors, la durée de la chute, donc on comprend bien, on a notre pierre, à quel moment elle va tomber, et à un moment donné elle va toucher le sol, et au moment où elle va toucher le sol, ça c'est exactement la durée de la chute. Donc, premièrement, ce qu'on va faire, c'est chercher, en fait, c'est résoudre ça égale 0. Qu'est-ce que ça veut dire que la chute, on est au moment de la chute, ça veut dire que l'altitude, elle égale 0, c'est-à-dire z de t égale 0. Pour résoudre, du coup, en fait, ça revient à chercher les racines de cette fonction polynomiale de degré 2. Donc, on résout z de t égale 0. Ok, et ben ça, on peut faire delta et la racine, on pourrait mettre sous forme canonique, etc. également, mais ici, il y a plus simple. Vu qu'on n'a pas de terme en t, on va pouvoir faire comme on savait faire déjà à t la troisième. On regarde, moins gt carré sur 2, tout ça h égale 0. Et seulement si on va passer le gt carré de l'autre côté, gt carré sur 2, on va faire h égale gt carré sur 2. Ici, on va vouloir isoler t, du coup on fait fois 2 sur g. Et seulement si t carré égale à 2h sur g, et bien du coup, c'est seulement si t égale plus ou moins racine de 2h sur g. Or, on sait qu'on n'étudie que les t positifs. En pratique, on étudie que les t positifs. Donc, j'aurais pu le marquer là, hop, pour tout t supérieur ou égal à 0. Pour tout t supérieur ou égal à 0. Et vu qu'on étudie que les t positifs, on garde juste la solution avec un plus, que moins racine de 2h sur g, c'est négatif. Évidemment, j'ai pu diviser par g parce que g n'est pas nul. Bon, ça en physique, on n'a pas ça compte. Ça arrive, mais en pratique, on peut diviser sans trop de problèmes physiques. Donc ça, c'était la calcul de la durée de la chute. Ainsi que la vitesse juste avant impact, on a calculé la durée de la chute. Ça, elle est là. La durée de la chute. Ça, du coup, ça va être t chute. T chute. T chute. T chute. T chute. Et des chutes. Voilà, je vous demande de noter, je parlais bien de la chute de la pierre. Du coup, la vitesse juste avant impact, juste avant impact, on est à t chute en fait. C'est la vitesse à t chute. Du coup, ça va faire moins gt chute. On va l'écrire. Donc, v t chute, ça c'est la question 2. C'est la question 1, c'est la question 2. V de t chute, c'est égal à moins gt chute. Ok, et t chute, on sait que c'est racine de 2h sur g, et qu'en fait, ici, on a moins g racine de 2h sur g. Ce qu'on peut simplifier, parce que g, c'est racine de g au carré. Ok, donc ça, en fait, ça s'écrit moins racine de g au carré, fois racine de 2h sur racine de g. Donc ça, je peux écrire comme ça. Racine de g au carré sur racine de g, ça va faire juste racine de g, donc on va obtenir moins racine de g, racine de h, ça va faire moins racine de 2hg, de g. Moins racine de 2gh, et ça c'est notre vitesse au moment de la chute. Enfin, c'est la vitesse avant impact. Vitesse impact, c'est égal à racine de 2gh. Ok, bon, toujours pas de problème ici, mais on peut vérifier que c'est bien dimensionnel, etc. Alors, on va faire les applications numériques maintenant. Donc, non, déjà on va faire les analyses dimensionnelles, on va bien suivre ce que l'exo nous a dit. Donc on va faire les analyses dimensionnelles. Analyse dimensionnelle de t chutes. Donc pour parler de la dimension, on met entre crochets. Crochet t chutes. Du coup c'est égal à quoi? C'est égal à crochet h sur g puissance 1,5. Donc on a une racine, on met à la puissance 1,5. Racine c'est fait à puissance 1,5. Donc on met à puissance 1,5 la dimension de h sur g. La dimension de h sur g, c'est la dimension de h sur g. Ok, donc ça, c'est quoi la dimension de h sur g? C'est la dimension de h sur la dimension de g. Tout est à puissance 1,5 toujours. Ok.
dimension de h, on sait que c'est une longueur h. G, on sait que c'est une longueur fois l'inverse d'un temps au carré. On est toujours pas avec les coefficients, on est toujours la puissance 1,5. Donc L sur L, ça va faire 1. 1 sur T puissance moins 2, ça va faire T puissance moins 2. On met puissance 1,5, ça va faire plus T puissance 1, c'est-à-dire T puissance 1, c'est-à-dire T en fait. Donc la dimension de T chute, c'est bien un temps, c'est cohérent, on parle d'un temps de chute. On peut se dire qu'on n'a pas fait d'erreur, bon, c'est assez raisonnable de dire ça. Et maintenant, pour regarder la vitesse, la dimension de la vitesse à l'impact, donc la dimension de la vitesse à l'impact, c'est égal à quoi? C'est égal à dimension de GH puissance 1,5, dimension de GH, c'est égal à dimension de G fois la dimension de H. On a toujours notre puissance 1,5. Hop. Dimension de G, on sait que c'est des mètres rapportés à seconde. On sait que l'unité de G c'est des mètres par seconde carré. Donc la dimension c'est une longueur fois l'inverse d'un temps carré. Et H c'est une longueur. Donc on a ça, puissance 1,5. On obtient L fois T moins 1 au carré, puissance 1,5, c'est-à-dire L T moins 1, c'est bien la dimension d'une pièce. C'est une longueur rapportée à une distance. Une longueur rapportée à un temps. Parce que ici, si on avait L fois T puissance moins 2 fois L, ça faisait L carré fois T puissance moins 2, ça faisait L fois T puissance moins 1 au carré, on avait toujours le puissance 1,5 qui traînait, on obtient bien ça. Donc ça va, on a bien les dimensions qu'on veut, ça c'est bien homogène à un temps, T chute, et V impact est bien homogène à une longueur rapportée à un temps, c'est-à-dire une vitesse. Il ne reste plus qu'à faire les applications numériques, que je vais faire en bas. Application numérique. Donc T chute, c'est égal. Alors là maintenant, il faut prendre les données qu'on a. T chute, c'est racine de 2h, sachant que h, comme je disais dans l'énoncé, c'était 30 mètres. Racine de 2 fois 30 divisé par 9,8. Il n'y a qu'à prendre la calculette et regarder ce qu'on a. Ok, on tombe sur 2,4, 6, 4, 3, 2, 0, etc. La question c'est quand est-ce qu'on s'arrête? Et bien pour ça, il faut regarder les chiffres significatifs. Ici, H, on nous donne avec deux chiffres significatifs, 3 et 0, ça c'est le chiffre. Ici, G, on nous donne avec deux chiffres significatifs, pas N, 9 et 8. Donc, à la fin, on va mettre deux chiffres significatifs. Donc ici, on a 2,4, 6, 4, 3, etc. On met deux chiffres significatifs, ça va nous faire du coup 2,5 secondes. Ok. On fait pareil pour V. V impact, c'est égal à quoi? V impact, c'est égal à racine de 2GH. Racine de 2GH. Sauf que G, c'est 9,8. H, c'est quoi? H, c'est 30. Donc, ici, on fait la racine de 2 fois 9,8 fois 30. Et si on trouve 24,2, 48, 7, etc., on regarde, on n'a toujours que deux chiffres significatifs. Bon, on a toujours les mêmes grandeurs qu'intérêt, donc on n'a pas le nombre de chiffres significatifs n'a pas bougé. Et ici, du coup, on aura deux chiffres significatifs, vu qu'on a 24,2, 4, etc. On va juste garder les deux premiers, c'est-à-dire 24. Ici, on a une vitesse qui va être de 24 mètres par seconde. Ok, donc juste on fait les résultats. Pour qu'on les voit bien. Voilà. Donc ça, c'était le résultat des applications numériques. Et ici, on avait le résultat pour les analyses dimensionnelles. On avait un temps ici. On avait une longueur rapportée à un